Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très content pour vous retrouver pour cette présentation de ce manga Kurokami Black God. Nous sommes cette fois-ci sur la série longue et vieille. Vous savez, j'ai classé un petit peu les 4 mangas dans l'équateur que je vous présente en présentant des séries longues, des séries courtes, des séries qui datent d'avant les années 2010 et des séries entre 2010 et 2015 et des séries qui sont plus proches des années 2020. Donc bah voilà, là on est sur, avec Kurokami Black God, eh bien une série vieille et longue. C'est un manga de type seinen, il y a 19 tomes au Japon et la série est terminée. En France, les 19 tomes ont été édités par les éditions Kiun. Juste par avance, j'ai la voix cassée, voilà, j'espère que ça ne posera pas trop de problèmes pour l'enregistrement de cette vidéo. Si vraiment c'est catastrophique, eh ben je le referai. Je pense que ça peut se passer. Donc voilà, 19 tomes ont été édités par les éditions Kiun, et je parle au passé parce qu'il s'agit là d'un manga qui a commencé sa publication au Japon en 2005. Elle s'est terminée dans le courant de l'année 2012, et dans la foulée, le 19e et dernier tome de la série était disponible dès janvier 2013 en France. Cette série est vieille de plus de 10 ans, et Kiun a décidé de stopper sa commercialisation. Bien entendu, cela se comprend tout à fait d'un point de vue économique, gestion des stocks, etc., gestion du marketing et l'entretien de l'engouement pour une série qui est un peu vieille, etc. Je le comprends, mais quand même, je trouve que c'est fort regrettable parce que de mon point de vue, Kurokami Black God est un excellent manga, et je pense que c'est même l'un des meilleurs de son auteur. Avant de parler de son auteur, je vous propose d'abord de nous attarder un petit peu sur la maison d'édition au Japon de ce manga. Au Japon, Kurokami Black God est édité aux éditions Square Enix. Alors vous les connaissez sans doute en tant qu'éditeurs de jeux vidéo, c'est notamment eux qui gèrent l'immense licence Final Fantasy. Mais ils font beaucoup d'autres choses et en l'occurrence, ils éditent aussi des mangas. Provenant de chez eux, nous avons eu accès à pas mal de chefs-d'œuvre tels que Fullmetal Alchemist, Goblin Slayer, Jusqu'à ce que la mort nous sépare, Red Eye Swords Akamega Kill, The Arms Peddler et Hubelblatt. On a eu aussi quelques classiques en tout genre, plus consacrés sur du shonen, les plus connus étant Black Butler et Soul Eater. En termes de ligne éditoriale, cette maison d'édition semble donc davantage proposer un contenu à l'attention d'un public d'adolescents matures et d'adultes. Il y a quelques œuvres destinées à un public plus jeune, mais elles sont prépubliées dans les mêmes magazines que ceux où sont prépubliés des mangas violents, voire même du contenu 100% horrifique. De ce que j'en ai compris, Square Enix, en tant que maison d'édition, n'a pas défini ses magazines de prépublication en fonction d'un genre marketé, ce qui était plutôt ce qu'on a vu dans les magazines de prépublication des autres grandes maisons d'édition lorsque je vous ai présenté d'autres mangas. Donc vous voyez tous les seinen ensemble, tous les shoujo ensemble, tous les shonen ensemble, etc. Non, effectivement, dans les magazines de prépublication de Square Enix, vous pourrez trouver dans le même magazine du Goblin Slayer. Donc Goblin Slayer, c'est un manga de dark fantasy réputé pour sa violence très graphique. Smoking Behind the Supermarket, un seinen tranche de vie très axé sur le quotidien professionnel des Japonais, adultes et des jeunes adultes, avec une touche de romance et de comédie. 300 jours avec toi, un manga tranche de vie sur un amour impossible qui met l'accent sur le drame. Et Le bonheur c'est simple comme un bento de Yuzu, un manga de type shoujo tout mignon et accessible aux enfants préados. Et si vous tapez les noms de ces magazines dans Google, vous pourrez aussi constater qu'ils sont, tout comme le fait la Kodansha, très coutumiers du fait de mettre des jeunes actrices et idoles en maillot de bain sur leur couverture. Alors, est-ce que Square Enix est aussi une maison d'édition dans laquelle nous pourrions assez aisément pointer du doigt des pratiques sexistes ? Peut-être. En tout cas, cela ne m'est pas apparu vis-à-vis du manga que je vous présente dans cette vidéo. Vous me direz, forcément, les deux têtes d'affiche, l'auteur et le dessinateur sont des hommes, donc à part s'il y a dans le contenu de l'histoire quelque chose de sexiste et une revendication qui poserait question ou problème, eh ben, a priori, il n'y a pas de raison que Square Enix ait pu se démarquer comme la Kodansha a su le faire par le passé, enfin dans les deux autres mangas que je vous ai présentés. Nous aurons l'occasion de reparler de Square Enix, bien entendu, puisqu'ils éditent notamment tout un tas de mangas isekai, donc de type isekai, et une grande partie d'entre eux sont dans ma bibliothèque. Maintenant, revenons-en à Kurokami Black God et à son auteur, Lim Dal-young. Alors, c'est un mangaka d'origine coréenne. Les Coréens, vous savez, ont un patronyme en deux parties. Nous avons
en général, d'abord le nom de famille, donc là, dans l'occurrence, c'est Lim, et ensuite son nom, qui est en général aussi toujours chez les Coréens en 2 parties. Donc là, c'est Dal Young. J'ai pu voir sur certains sites que ils s'étaient trompés et qu'ils avaient mis Young comme étant son nom de famille. Ce n'est pas le cas. Hein. Son nom de famille, c'est Lim, et son prénom, c'est Dal Young. Donc c'est un mangaka d'origine coréenne, majoritairement crédité en tant que scénariste sur ses œuvres, puisqu'il a systématiquement travaillé en binôme avec un dessinateur. Alors on aura l'occasion de voir que ils ont travaillé en binôme, mais si lui est seul en tant que scénariste, et parfois même un peu plus, ça ne veut pas dire que le dessinateur travaille seul, il a très souvent une équipe. Concernant Kurokami Black God, le dessinateur est donc Park Sung-woo. Il a scénarisé et dessiné des mangas entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Si j'ai bien compris, durant les années 2010, il a nettement réduit ses projets manga pour ne se focaliser que sur les manhwa, et donc sur le marché coréen. Et maintenant, il dessine surtout du webtoon. Vous pourrez trouver l'un de ses travaux les plus récents sur la plateforme francophone Isneo. Il est le dessinateur du webtoon The Wave. Mais revenons-en à Lim Dal-young. S'il est crédité en tant que scénariste sur la majorité de ses œuvres, en vérité, il n'y a que les œuvres où il est uniquement dessinateur qu'il n'est pas vraiment l'auteur de l'œuvre en question. Et même souvent quand il est dessinateur, on sent qu'il a quand même une certaine influence sur le scénario parce qu'on y retrouve des thématiques qui sont propres à ses œuvres lorsqu'il est scénariste et auteur. Ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'ici, nous avons vu 2 types de conception de manga. Nous avons le mangaka, qui est l'auteur et qui est seul crédité sur sa couverture. Par exemple, on a Mashima Hiro pour Eden Zero, qui est un auteur que j'ai déjà de nombreuses fois cité dans les différentes présentations que je vous ai faites. Et nous avons, par exemple, dans la présentation précédente, Amitsu sur Jardin Secret. On n'a que leur nom sur la couverture. S'ils ont travaillé avec une équipe d'assistants, on sait que c'est le cas pour Mashima Hiro, on sait que Amitsu, je crois qu'Amitsu, a priori, elle a travaillé seule, par exemple. Mais c'est entièrement à leur convenance de les présenter, cette éventuelle équipe, et ou de leur donner de l'espace d'expression dans les postphases des mangas. Et si on ne connaît pas les méthodes de travail de ces mangaka, par le biais d'une interview ou autre chose, s'ils ont des méthodes de travail très secrètes, il peut être assez difficile de savoir si oui ou non ils ont une équipe d'assistants, et quels sont leurs noms, et dans quelles conditions ils travaillent. Est-ce qu'en fait, c'est une équipe d'assistants à plein temps, ou est-ce qu'en fait, ils sont plutôt là pour filer un coup de main de temps en temps sur certains chapitres précis. Ensuite, on a vu les mangas qui sont des adaptations de light novel, et un peu au cas par cas, on va avoir l'auteur du light novel qui sera aussi le scénariste du manga, et qui sera crédité comme étant l'auteur du manga avec un dessinateur, ou bien l'inverse. L'auteur du light novel est juste crédité comme scénariste, mais c'est le dessinateur qui est mangaka et qui va être crédité comme étant l'auteur du manga. Et dans toutes ces situations, le dessinateur va soit utiliser son style de dessin personnel, soit le combiner au style déjà défini par l'illustrateur et character designer du light novel original. En ce qui concerne Lim Dal-young, si on considère qu'il est l'auteur de tous les mangas sur lesquels il est simplement crédité en tant que scénariste, c'est parce que tous les différents dessinateurs avec lesquels il aura collaboré vont appliquer spécifiquement le style de dessin de Lim Dal-young. C'est-à-dire qu'en tant que scénariste, Lim Dal-young réalise les planches préparatoires et les crayonnés qui seront ensuite mises au propre et formalisées par le dessinateur et son équipe avec lequel il s'est associé pour cette œuvre. Et d'ailleurs, Kurokami Black God est le seul manga de Lim Dal-young qui contient des nuances dans le dessin qui sont propres au dessin et au style de Park Sung-woo. On verra ça notamment plus tard, mais c'est quelque chose qui est assez visible, notamment dans l'allongement des visages. Nous en parlerons donc bien entendu dans la section consacrée à l'analyse du dessin de ce manga. Lim Dal-young est un auteur qui a été énormément prolifique entre 2005 et 2014. Il a produit 15 mangas sur cette période. Et attention, je ne dis pas 15 livres, mais bien 15 séries de livres, allant de 2 ou 3 tomes à plusieurs dizaines pour une même histoire. Sur la majorité, il est le scénariste et auteur, avec la méthode de travail que je vous ai présentée plus tôt. Il a ralenti le rythme à partir de 2015, ce qui lui a valu la réputation d'être un auteur girouette qui commence plein de projets mais ne les finit jamais. En vérité, cela est dû à une situation très particulière qui a touché tous les auteurs coréens en 2015, dans une période... L'année n'est pas précise. Les manhwaga, c'est-à-dire les auteurs de manhwa, donc l'équivalent du manga, mais dans le système d'édition spécifique à la Corée. C'est un sujet dont nous reparlerons plus tard dans la vidéo d'Interquatuor, pour nous concentrer là maintenant sur la présentation de Kurokami Black God. Je pense que la meilleure manière de vous présenter l'histoire et ce que va développer
le récit sur ces 19 livres est tout simplement de vous faire la lecture des 4 premières pages du premier tome. Vous allez voir, ça se fait assez vite. Les Doppelliners, 3 primates différents se tenant pourtant sur la même ligne de destin. Tous 3 se partagent la terra du monde. Ô malheureux primates, vous qui ignorez le secret des 3, vous tous qui ignorez le secret des 3, et jusqu'au chemin que vous allez prendre. Ô stupides primates, êtes-vous si cupides que vous brisez l'équilibre de votre terra et détruisez même la terra du monde? Si l'un de vous n'est pas celui qu'il doit être, alors je lui créerai un ennemi qui bannira l'être imparfait de ce monde. Primates qui êtes éveillés, tremblez, car si vous êtes à mon image, eux aussi le seront. Et ils seront vos ennemis naturels. Ils seront vos ennemis naturels. Je les nomme à présent Moto Tsumitama. Ce jour restera à jamais gravé dans ma mémoire. L'instant précis où ma mère et moi nous sommes retrouvés face à cette femme qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Le lendemain, ma mère quittait ce monde. De mon point de vue, c'est une force qui est commune à pratiquement tous les mangas dont Lim Dal-Young est l'auteur du scénario. Les premières pages savent tout de suite nous accrocher. Depuis 3 ou 4 ans, quand j'ai un doute sur la qualité du récit d'un manga, j'ai pris pour habitude d'attendre d'avoir les tomes 1 et 2 avant de commencer à lire le premier tome. Genre souvent, je lis les quelques premières pages, et puis je sens que ça bloque. Du coup, je repose le bouquin et je me dis, j'attends d'avoir la suite, et puis je vais tout lire d'un coup, les tomes 1 et 2. Avant 2020, je n'étais pas aussi précautionneux. Je veux dire par là que je n'en avais pas besoin. Je trouve qu'on a de plus en plus souvent des séries de mangas qui manquent de peu ou qui même ratent complètement l'accroche sur les premiers chapitres du premier livre. Concernant Kurokami Black God, vous savez maintenant que c'est un récit fantastique qui va s'appuyer sur une mythologie très spécifique, un univers créé pour cette histoire. Un récit qui va notamment s'appuyer sur le concept du doppelgangers, ce fameux mythe disant qu'il existerait quelque part dans le monde un double absolument parfait de nous-mêmes et que le rencontrer annoncerait notre mort dans les jours à venir. Dans Kurokami Black God, le terme utilisé sera doppelliners et au lieu d'avoir 2 personnes identiques, il s'agira de 3. La narration de cette première page considère avec mépris les humains présents dans son histoire, dans son univers narratif, puisqu'elle les appelle les primates, les renvoyant eux et nous lecteurs par la même occasion à nos origines et conditions animalières. Cette première page nous indique que ce récit va pointer du doigt des comportements et des attitudes qui posent problème, et comme on n'est pas con, on se doute bien qu'il s'agit là d'un exercice de revendication argumentée de l'auteur au travers de la forme du récit. On pourrait s'inquiéter de l'objet de ces revendications. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas les récits qui ne sont en fait que des brûlots politiques et moralisateurs. Et surtout quand cela vient d'un auteur qui défend des positions fascistes et ou discriminatoires et ou rétrogrades. Mais ici, pas de problème, puisque la narration a donné un exemple. C'est notamment la cupidité des primates qui provoque des déséquilibres dans le monde. Bon, pas de souci, il ne s'agit pas là d'une position et de revendication particulièrement choquante, bien au contraire. Cette narration nous indique que le monde dispose d'un élément précis qui s'appelle la terra, que cette terra est propre et partagée entre tous les primates, et notamment trio de doppelliners par trio de doppelliners. Le monde a aussi sa propre terra, et ce sont les attitudes cumulées des habitants qui provoquent notamment un déséquilibre de cette fameuse terra du monde. La narration a donc décidé d'intervenir, elle va envoyer des créatures qui prendront forme humaine, ces créatures seront nos ennemis naturels, et elles interviendront contre chaque primate dont les actions provoquent un déséquilibre de la terra du monde. Puis ensuite nous avons un changement de narrateur, un enfant nous raconte que tout simplement il a un jour avec sa mère croisé le sosie de cette dernière, et que le lendemain elle est décédée. Et le dessin est assez explicite pour nous indiquer que les conditions de cette mort ont certainement dû être particulièrement traumatisantes pour cet enfant. Et je vais maintenant prendre le temps de vous présenter les 2 personnages principaux de Kurokami Black God. Tout d'abord, cet enfant que l'on vient tout juste de découvrir au travers de l'une des pires tragédies qu'un enfant puisse traverser, eh bien cet enfant il se nomme Ibuki Keita. Pour la suite de la présentation, on l'appellera juste Keita. Alors, à part à l'occasion de quelques flashbacks, Keita est un protagoniste adulte dans ce récit. Et Keita est clairement le personnage qui est selon moi la difficulté dans Kurokami Black God. C'est un personnage qui est bien écrit pour le rôle qu'il doit avoir dans le récit, mais du coup cela en fait un personnage difficile à apprécier. Parce que, soyons honnêtes, Keita est un connard. Dans le premier chapitre du premier livre, vous allez très rapidement comprendre sa personnalité. Il a été materné par son amie d'enfance, elle lui passe tous ses caprices,
à tel point qu'il a une véritable attitude de parasite avec elle. Il n'a aucun scrupule à lui mentir, à lui demander qu'elle lui prête ou qu'elle lui donne de l'argent, qu'il sait très bien qu'il ne lui remboursera jamais. Il n'a pas beaucoup de compassion pour les autres, notamment parce qu'il considère que le traumatisme qu'il a vécu dans son enfance le positionne de facto en tant que victime de son destin et dans le monde. Alors, attention, est bel et bien traumatisé par la mort de sa mère et les conditions dans lesquelles ça a eu lieu. Il a effectivement une immense blessure psychique. Mais il n'a jamais rien fait en 9 ans pour aller mieux. Il a enfermé à double tour toutes ces douleurs à l'intérieur de son esprit. Alors attention, je le critique pas là-dessus, je dis pas que c'est difficile de gérer la perte d'un parent quand on est enfant ou jeune adolescent. Mais donc du coup, cette attitude fait que, doublé avec son comportement en général et tout, jusqu'au démarrage du récit, il a toujours eu une attitude émotionnelle de fuite. Et les événements du récit vont devoir beaucoup le bousculer pour qu'il commence à évoluer. Mais entre-temps, il va très souvent se comporter de manière égoïste, voire cruelle, avec son entourage. Rappelez-vous, dans la présentation précédente sur le manga Jardin Secret, je vous avais dit qu'il est très facile de faire du mal aux gens qui tiennent à nous, et que c'était un type d'attitude qui n'est pas unique aux enfants et aux adolescents, mais qu'il se retrouvait aussi chez certains adultes. Eh bien, Keita est en plein dedans. Il est caractérisé par une forte immaturité émotionnelle qui en fait un adulte assez lâche et qui a du mal à prendre ses responsabilités. Alors effectivement, on est très loin du personnage principal au format page blanche, où n'importe quel lecteur ou lectrice pourrait facilement s'identifier à lui. De fait, c'est un personnage qui, dès le début, ne va pas nous évoquer beaucoup de sympathie. Mais du coup, je vous ai dit qu'il y avait 2 personnages principaux. Qu'en est-il du second ? Kuro est une jeune fille, une adolescente. Elle en a l'apparence et la personnalité. Ma phrase sous-entendait qu'il y a une ambiguïté chez elle, puisque ce n'est pas un spoil, Kuro n'est pas humaine, mais c'est un des fameux Moto Tsumitama, ces fameuses créatures envoyées pour chasser les humains dont l'attitude déséquilibre la terra du monde. Et là, de prime abord, vous vous dites que Keita, par son attitude au quotidien, pourrait tout à fait correspondre à une cible potentielle pour Kuro. Bien entendu, l'histoire est beaucoup plus complexe que cela. Alors Kuro a l'apparence, la personnalité et l'attitude d'une jeune adolescente humaine, mais jusqu'à un certain point. Et a priori, ce point est très simple, il nous a été présenté dès la première page du manga, Kuro est une créature en mission. Sauf que tout l'intérêt de ce récit, et on le comprend dans les deux premiers chapitres du manga, c'est que sa mission n'est pas de chasser les humains dont l'attitude déséquilibre la terra du monde. Mais elle s'est donnée pour mission de chasser et tuer son propre frère. Et sa quête personnelle va l'amener à se confronter et à combattre d'autres Moto Tsumitama, qui soit abusent de leur pouvoir, soit ont carrément dévié de leur fonction originale. Je ne vous en dis pas plus parce que une grande partie de l'intérêt de ce récit est justement de pouvoir découvrir progressivement toute la mythologie de la Terra, des doppelliners au destin lié, et tout cet univers fantastique invisible aux yeux du commun des humains, mais qui est vital pour que ce monde puisse fonctionner. Donc Kuro est un personnage principal, héroïque, c'est elle qui a un objectif précis, c'est elle qui se bat, c'est par elle que l'histoire commence et c'est sa présence qui provoque des événements. Mais il est aussi un peu difficile au début de s'identifier à elle, parce qu'elle est très secrète sur les raisons et les conditions de son arrivée dans le monde des humains. C'est un personnage qui va être très souvent une source d'information pour expliquer ce qu'il se passe, mais dès qu'il va s'agir de parler d'elle-même, de ses motivations et de ses émotions, elle va toujours cacher une partie de la vérité. Décrire ainsi les personnages principaux avec autant de détails est quelque chose que je fais assez rarement lorsque je vous présente un manga, à moins que je n'ai aucun scrupule à le spoiler lorsque je ne vous suggère pas de le lire. Mais ici, concernant Kurokami Black God, je considère que c'est un bon manga, et je vous suggère tout à fait sa lecture. Et en vérité, il a fallu que je me retienne de ne pas trop vous en dire, parce que j'aurais vraiment eu envie de vous partager mon enthousiasme à propos de ce récit et de son histoire, et de vous décrire plein de choses que je trouve vraiment super dans son univers. Parce que je pourrais tout à fait ne pas vous parler de Kuro et de Keita, et uniquement vous parler de l'univers des Moto Tsumitama, ce qui fait, selon moi, tout le sel de cette histoire. Et cela serait amplement suffisant pour vous conseiller la lecture de Kurokami Black God. Mais si j'estime important de vous présenter ce manga en s'attardant sur les 2 personnages principaux, c'est parce qu'il s'agit là, selon moi, d'un gimmick d'écriture spécifique à tous les récits de son auteur. Dans tous les mangas et manhwa scénarisés par Lim Dal-young, vous retrouverez un paradigme que j'appelle les duos mal assortis.
Il va s'agir de mettre en scène deux personnages dont la collaboration sera primordiale et même un des premiers enjeux du récit pour leur permettre de progresser dans la suite de l'histoire. Il ne s'agit pas d'avoir un héros et des amis qui l'accompagnent, je veux dire un héros solitaire avec plein de personnages secondaires comme ce qui est très fréquent dans plein d'histoires d'aventure et de combat. Non, ici, on a deux personnages qui, si elles n'apprennent pas à se faire confiance ou même à s'aimer, ne pourront tout simplement pas atteindre leurs objectifs ou même tout simplement survivre. Concernant Kurokami Black God, j'ai un peu triché, du coup, en vous disant que Kuro est l'héroïne, parce qu'il ne fait aucun doute, dès le début du récit, qu'elle est complètement dépendante de Keita pour atteindre son objectif. Tout comme, si Keita veut enfin pouvoir comprendre pourquoi sa mère est morte et en faire le deuil, cela passera par le fait d'accompagner Kuro et devenir un meilleur être humain à son contact. Et dans l'expression accompagner, il y a à la fois le fait de soutenir Kuro en tant que partenaire durant ses combats, mais aussi le fait, en tant qu'adulte, de pouvoir encadrer une jeune fille qui est particulièrement naïve et ignorante du monde des humains. Puisque de toute évidence, lorsque Keita était dans un environnement social surprotégé et materné par son ami d'enfance, il n'a pas su lui-même devenir un adulte mature. C'est en se confrontant à la réalité du monde de Kuro qu'il va pouvoir progresser. Le premier enjeu est donc pour ces deux personnages de pouvoir collaborer en forgeant une véritable relation de confiance et de respect mutuel qui sera mise à l'épreuve au cours du récit. Et je pense que cette dernière phrase se retrouve dans la totalité des récits et des univers racontés dans les histoires de Lim Dal-Jung. Le premier enjeu est donc pour ces deux personnages de pouvoir collaborer en forgeant une véritable relation de confiance et de respect mutuel. Pour moi, en vous présentant une œuvre de Lim Dal-Jung, c'est une évidence même de devoir s'attarder sur cette phrase-là et sur ce concept-là. Alors attention, exception faite des mangas spin-off, qui sont des œuvres de quelques livres, qui sont venus pour étendre un univers que Lim Dal-Jung avait déjà créé dans une série principale. C'est notamment ce que l'on aura l'occasion de voir le jour où je vous présenterai le manga Freezing. Je pense en avoir assez dit sur le récit et l'histoire de Kurokami Black God. Je vous propose de nous attarder sur les dessins. Comme je vous l'ai dit, ce manga a davantage la touche du dessin de Park Sun-woo que celle de Lim Dal-Jung. Le dessin de Lim Dal-Jung crée des visages de design beaucoup plus arrondis, mais aussi dans la gestion des cheveux, il va leur donner beaucoup plus d'ampleur. Les personnages dessinés par Lim Dal-Jung ont beaucoup de cheveux, on sent qu'il y a du volume, à tel point que je sais que certains lecteurs trouvent que ça fait trop et ils ressentent un effet perruque. Forcément, en travaillant avec les designs de Lim Dal-Jung, le dessin de Park Sun-woo nous propose aussi des personnages avec beaucoup de cheveux, mais la différence est assez visible entre les deux dessins. Mon impression est qu'il y a dans le dessin de Park Sun-woo davantage l'influence du dessinateur Yang Kyung-il, le dessinateur du manga Le Nouvel Anjo Onshi, un immense chef-d'œuvre sorti en volume relié 4 ans plus tôt, en 2001. Je me suis fait cette réflexion en relisant la série pour cette présentation. Et en fait, c'est en travaillant sur le script que j'ai pu constater une illustration de Yang Kyung-il. Dans ma version papier, l'étiquette de la collaboration n'est pas présente, mais elle l'est sur la version numérique que j'utilise pour illustrer mes propos. Vous retrouverez chez ces deux dessinateurs un menton carré très long et large pour caractériser les hommes adultes dans la force de l'âge. Et cette impression que suivant l'angle de vue du dessin, les personnages ont les joues assez basses, leur donnant cet effet visage allongé et grand menton. Ne vous inquiétez pas, si c'est quelque chose qui vous déplaît, passé les premiers tomes, cet effet est beaucoup moins présent, où il est atténué. On perçoit la progression du dessin de Park Sun-wook sur une série aussi longue. Ensuite, il est difficile de ne pas voir dans les cheveux et certains vêtements de Kuro une influence ou même un hommage assumé au personnage de Shun Hyang, la très charismatique garde du corps dans le nouvel Anjo Onshi. Un personnage qui, comme Kuro dans Kurokami Black God, sera souvent confronté à des combats terribles où elle va en prendre plein la gueule. La majorité des dessins de Park Sun-woo sont des plans assez serrés, à la taille des personnages ou leur visage. Et même dans les scènes d'action où il est nécessaire de voir les personnages en entier, de plein de pied, le dessin va mettre l'accent sur l'effet d'urgence. Donc en fait, on ne va pas... Même si le dessin est bien fait, stylé et tout, en fait, on a tout cet agrégat de traits et... Qui nous met dans l'action, qui fait qu'en fait notre œil ne va pas s'attarder plus de quelques secondes sur les dessins et on va tout de suite vouloir avancer et progresser dans l'action. Et de fait, quand tout à coup Park Sun-woo nous présente un dessin en plan large et même en double page, alors là le temps semble s'arrêter. Et nous, en tant que lecteurs, nous sommes touchés par l'importance de la scène dans le récit.
Je trouve que le travail de la mise en scène, traduite par les dessins de Park Seon-woo, est excellent. Pour conclure, après avoir relu cette histoire, pour vous en faire la présentation, je me dis que c'est vraiment dommage qu'elle ne soit plus commercialisée, parce qu'elle est vraiment super. Vous pourrez trouver ce manga en version numérique assez facilement. Je ne sais pas s'il existe une version numérique légale. Je suis allé au plus simple et au plus court pour pouvoir trouver une version qui puisse illustrer la vidéo. Il existe aussi une adaptation en animé qui a été réalisée en 2008 sous le nom de Kurokami The Animation, en 23 épisodes. Je ne m'y suis jamais beaucoup intéressé, notamment parce qu'elle déplace temporellement l'histoire durant l'adolescence de Keita, donnant lieu à des scènes qui n'existent tout simplement pas dans l'œuvre originale, avec des nouveaux antagonistes dans l'environnement du lycée. Et une partie des designs des personnages ont été légèrement modifiés pour correspondre aux formes de visage et de coupe de cheveux à la mode dans les animes de cette époque. De plus, j'imagine que du coup, on perd tout le développement personnel de Keita pour être un adulte responsable. Ça va également complètement augmenter l'impact de l'effet maternisant de la fameuse amie d'enfance de Keita, alors que l'amour à sens unique que elle éprouve pour Keita est très important dans le développement du récit de l'œuvre originale, alors que là, s'ils ont plusieurs années de différence, ça paraît complètement illogique. De fait, cela veut aussi dire qu'il n'y a plus de différence générationnelle entre Kuro et Keita, et je crains que pour le coup, ce soit l'occasion dans l'anime de développer une éventuelle romance entre les deux, alors que cela n'a pas lieu dans l'œuvre originale. Bon là, je suis sur des suppositions, sur des projections, il faut pas le faire. Cet anime n'a jamais été licencié en France, mais en 2012, une équipe a réalisé un fansub. Je ne peux pas vous conseiller ou déconseiller cet anime, je n'ai, comme je vous dis, jamais réussi à le regarder en entier. L'animation dans l'ensemble est plutôt correcte. Concernant le manga Kurokami Black God, il est résumé ainsi dans ma bibliothèque. Une histoire et un univers très originaux et intéressants, des personnages qu'on apprend à apprécier, très bon dessin, 17 sur 20. Donc merci aux éditions Kiun de nous avoir rendu disponible ce manga il y a 10 ans. S'ils ont encore les droits d'adaptation, cela pourrait être chouette de ressortir un coffret avec l'œuvre complète. Une opération marketing temporaire par exemple, quelque chose comme ça. J'ai encore d'autres choses à vous dire en rapport avec ce manga, mais nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Mais cela sera aussi l'occasion de vous reparler de tout plein de petits sujets en rapport avec les 3 autres mangas précédents. Puisque ça y est, avec Kurokami Black God, nous avons terminé notre 3e quatuor de présentation de manga. La prochaine vidéo sera donc la vidéo d'Interquatuor. Et après, nous verrons une nouvelle série de présentations. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.